Ça divise tous nos élus, y compris au sein du Parti socialiste. Président de l'Assemblée nationale, président de groupe, ministre, Laurent Fabius en tête, sont venus vanter à Dijon les mérites du traité européen. Objectif, éteindre l'incendie allumé par une douzaine de parlementaires socialistes qui menacent de voter non. Moi, ce traité, je le regarde. En l'état actuel, je pense qu'il augmente les contraintes qui pèsent sur notre pays, il augmente les risques de rentrer en récession, donc je ne voterai pas. Le texte instaure d'abord la règle d'or qui fixe des limites pour le déficit. 0,5% de la richesse nationale. On peut calculer comme on veut, globalement, ça veut dire que les marges budgétaires pour avoir des vraies relances, quand on sent que la croissance faiblit, ne seront plus possibles. Certains ont été élus dans la dynamique de l'élection présidentielle. Donc nous avons besoin du concours de tous. Je demande au Conseil fédéral de voter la partie 2 de l'option 2, à savoir la non-ratification. Pas la majorité plurielle, c'est la pantalonnade. C'est vraiment la bisbille permanente, simplement c'est sur des sujets qui sont graves. Le texte oblige aussi les États à mettre en place un mécanisme de correction quand les finances dérapent par rapport aux prévisions. En France, ce sera un haut comité sous la coupe de la Cour des comptes qui pourra s'opposer au budget du gouvernement. C'est quand même incroyable. Donc une espèce d'officine administrative que personne n'a élue va décider ce qui est bon ou mauvais. La Cour de justice pourra infliger le paiement d'une somme allant jusqu'à 0,1% du PIB, ce qui ferait 2 milliards d'euros pour la France. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. Si on vote ce traité, la Commission européenne dira il faut peut-être un impôt européen pour sauver l'euro, entre guillemets. Et on aura encore plus de pression fiscale. C'est une dépossession de la démocratie. À ceux qui mettent en doute le traité européen, si le traité de la règle d'or européenne n'existait pas, il aurait fallu inventer une règle d'or nationale. Malgré cette défection dans la majorité, le gouvernement devrait faire adopter le traité sans difficulté grâce aux voix de la droite. Aurélien Bélanger, il faut le ratifier ce traité ou il ne faut pas le ratifier ? C'est surtout sur la méthode, le débat qui s'engage sur la méthode référendum ou en gros passer par le Parlement. Je suis un démocrate plutôt paresseux. Je suis très heureux de vivre en démocratie, mais j'ai pas envie qu'on me force à être trop citoyen. J'ai pas envie qu'on me dise toujours plus, qu'il faut que je m'engage, etc. Je suis très content du système politique tel qu'il est et la démocratie représentative. Je trouve ça très bien. Je suis content qu'il y ait des professionnels, même si je suis un peu provocateur. Je suis content qu'il y ait des technocrates, des gens dont ce soit le métier, de faire de la politique. Et j'aime pas ce discours un peu dominant souvent où on a l'impression que être démocrate, ça se gagne, on a des sortes d'échelons pour devenir super citoyen, etc. Je suis content d'un point de vue structurel et vraiment constitutionnel de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Vous revendiquez le droit de ne pas vous sentir concerné, éventuellement ? Exactement, oui. Oui, François. Quand on ne s'intéresse pas à la politique, la politique s'intéresse à vous, figurez-vous. Parce que tout ceci est quand même extraordinaire. D'abord, c'est une tempête dans un verre d'eau, puisqu'en réalité, la plupart des décisions du TSCG ont déjà été actées d'un point de vue technique parce que l'on appelle le two-pack et le six-pack ont été adoptés au Parlement européen. De toute façon, il s'agit d'un dessaisissement des parlements nationaux et des démocraties. Le pire, c'est que tout ceci va mener à la catastrophe. Je voudrais faire quelque chose d'un peu simple, peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien comment ça se passe. On nous dit, voilà, l'État est en déficit, donc il faut diminuer les dépenses, il faut avoir un équilibre budgétaire. Très bien. On compare ça à un ménage de salariés. Effectivement, si vous avez un ménage de salariés, le mari et la femme qui gagnent, mettons, 5 000 € par mois, et s'ils dépensent 6 000 €, ils vont être en déficit et ils vont avoir un découvert auprès de leur banque. Il leur suffira de dépenser moins pour revenir à l'équilibre. Mais un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui fait les ressources d'un État, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers, en gros, qui dépendent de l'activité économique. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 17 ans, en 1995, le plan Juppé avait déjà dit moins 8% sur le budget de tous les ministères. Je le sais d'autant plus que j'étais directeur de cabinet à cette époque. Ça fait au moins 17 ans que tous les gouvernements, les uns après les autres, taillent dans les dépenses budgétaires. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est qu'on n'a jamais eu autant de déficit et que la dette ne fait que s'accroître. Je rappelle que M. Sarkozy, que M. Baveret a soutenu, s'était fait élire sur le thème qu'il allait faire diminuer l'endettement public. Il laisse 600 milliards d'euros supplémentaires d'endettement. Donc le véritable problème, c'est que ce TSCG est une absurdité.
Poser par un traité l'idée qu'un État ne va plus faire de déficit, c'est à peu près aussi crédible que s'il y avait une loi qui imposait à Météo France de dire qu'il ne pleuvra plus. Ça n'est pas uniquement du fait de la décision des politiques, ça résulte aussi du phénomène économique, de la croissance qui ne se décrète pas. Je voudrais insister sur autre chose, si vous me le permettez. Tous les pays de l'Union européenne, du moins de la zone euro, parce que ceux qui ne sont pas dans l'euro, ça fait partie aussi de ce dont on ne parle jamais. La Suède se porte bien, le Danemark se porte bien, la Norvège et la Suisse se portent très bien. Ce sont donc spécifiquement les pays qui sont dans la zone euro qui se portent de plus en plus mal. Il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro qui ne se portent pas très bien, comme l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre a fait un choix que d'ailleurs M. Baveret applaudit ça, qui était le choix du tout financier. La City représente à peu près 25% du PIB de l'Angleterre, qui n'a plus d'industrie. D'ailleurs, il paraît que c'est notre modèle à suivre. Plus d'industrie et plus d'agriculture. Bon, je dis simplement que dans la mesure où tous les pays de la zone euro ont des politiques ultra-récessives, nous allons avoir une récession qui va continuer de grimper, nous allons avoir une montée, je ne m'en réjouis pas, de la pauvreté, je l'ai déjà souligné, nous allons vers des années de plus en plus difficiles et une explosion sociale généralisée au niveau du continent. Est-ce que c'est cela, Daniel Cohen, est-ce que c'est cela que vous voulez ? Alors, Daniel Cohen et Nicolas Bavret, alors. Le général de Gaulle, qui je crois tenait assez à l'indépendance nationale, on peut quand même rappeler qu'il y a une célèbre conférence de presse de 1964 où il comparait justement l'État à une ménagère, en disant que l'État, il ne pouvait pas dépenser plus que ce qui rentrait, que ce soit sous forme d'impôts ou autre. Et je rappelle que quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, la première chose qu'il a faite, c'est de rembourser la dette extérieure de la France parce qu'il considérait que c'était la condition première de sa souveraineté. Donc, expliquer que le laxisme et la dette, c'est l'instrument de la souveraineté, c'est totalement faux. Plus on est endetté, plus on dépend des marchés, plus on est dans la main des autres. Alors, j'en viens maintenant à l'Europe. La question du traité, c'est vrai que ce traité, il ne faut pas le prendre de manière isolée. On a aujourd'hui une zone euro qui est le grand malade de l'économie mondiale, c'est vrai. Donc on a une croissance, pas de croissance puisqu'on est en récession, un chômage qui monte, une dette qui dépasse 90% du PIB, 3 États qui sont en faillite et un 4e qui est sur le point de filer dans le chaos, qui est l'Espagne. Donc il est clair que nous avons un problème majeur. Ce problème vient, et je pense que là-dessus vous ne me démentirez pas, des problèmes du traité de Maastricht, qui a fait une fausse union économique et monétaire. On n'avait pas de gouvernement économique, on avait une fausse banque centrale parce qu'elle ne pouvait pas être un prêteur en dernier ressort, on n'avait pas de solidarité, l'interdiction d'aider les autres, et on n'avait pas de vraie responsabilité budgétaire. Bon, ça, on sait que c'est là où ça nous a mené. Donc, on essaie de revenir sur ces différents points. Le gouvernement économique, il commence à exister un peu. Le problème, c'est comme on mélange toujours les 17 et les 27, il faudrait enfin avoir une organisation claire des 17 de la zone euro. La Banque centrale, malheureusement, ce n'est pas M. Trichet, mais M. Draghi a pris le contre-pied exact et il a bien raison de ce qui avait été fait. Il baisse les taux d'intérêt, il fait baisser l'euro et maintenant, il achète de manière illimitée de la dette publique pour venir au secours des autres États. On a un mécanisme de solidarité. Maintenant, il faut aussi, pour que ça marche, la responsabilité budgétaire. Et donc, c'est sur cet ensemble qu'il faut juger ce traité. Et c'est pour ça que quand on le resitue dans cette histoire et dans cet ensemble, il faut tout à fait le soutenir. Et l'argument de François Bayrou, au demeurant, reste vrai. C'est-à-dire que même si l'euro n'existait pas, de toute manière, pour des raisons propres à la souveraineté française, il faudrait casser la spirale de la dette, dont on sait qu'à partir de 90% du PIB, elle détruit de l'activité et de l'emploi et qu'elle nous met dans la main des marchés. 2 tiers de la dette française sont entre les mains des investisseurs internationaux. Donc aujourd'hui, on peut déclarer la guerre à la finance, mais c'est la finance qui nous fait nos fins de mois. Donc par définition, attaquer celui qui vous permet de payer vos fonctionnaires et vos pensions de retraite, ce n'est pas une position très crédible. Sophie Vanish. Il y a un mot de Mirabeau qui me paraît quand même extrêmement intéressant, c'est que la dette, au moment du début de la Révolution, peut devenir une richesse nationale, justement comme espace d'invention. Cet espace d'invention, on a parlé de la démocratie tout à l'heure, et j'étais assez surprise d'entendre qu'on pouvait effectivement se désintéresser de savoir comment on allait l'exercer, ce référendum, ou sous une autre forme, et qu'on pouvait être un citoyen finalement désintéressé.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se joue dans notre déficit de politique, de citoyenneté, de démocratie, parce que justement, on n'invente rien avec cette situation. C'est-à-dire que cette situation nous est présentée comme naturelle et comme malheureusement des choses qu'on ne décide pas. On ne décide pas de la croissance, on ne décide pas de la décroissance, on ne décide pas de choix politiques. Or, à un moment donné, eh bien, face à une situation qui devient inextricable, et quand on est à 93, je ne sais plus trop quoi, % de son PIB qui passe dans la dette, eh bien, il y a quand même quelque chose de bon sens, c'est de faire en sorte eh bien, de ne pas rembourser cette dette et de remettre les comptes à zéro de manière à apurer la situation financière. Et dans une certaine mesure, les révolutionnaires ont été obligés d'inventer des expédients. Et ce n'est pas ces expédients qui ont empêché la France de se moderniser à ce moment-là. Voilà, c'est en tout cas en débat de manière importante. Donc faisons de la dette une richesse nationale plutôt que quelque chose qui nous enfonce, sachant que de toute manière, c'est quand même le travail des gens, effectivement, et leurs efforts qui produisent les richesses. Tout à l'heure, on était au moins d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est bien le capital humain qui produit la richesse, que ce soit pour enrichir les financiers qui, soi-disant, nous aident à finir nos fins de mois. Je ne trouve pas que ce soit une aide très efficace. Et de faire en sorte que la révolte ne prenne pas une forme tout à fait désastreuse, car on est dans une situation où il y a de quoi être révolté. Les gens ont été tout à fait honnêtes. Ils ont bossé de manière tout à fait correcte ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Encore aujourd'hui, les gens, ils vont au boulot, ils se lèvent le matin et ils y vont, quel que soit leur boulot. Quand ils n'en ont pas, ils en cherchent. Ils sont contents d'en trouver. Donc, à un moment donné, ils vont se révolter parce que c'est quand même leur travail qui est bradé. Et quand le travail ou les économies ou la manière dont les gens ont tenté de thésauriser quelque chose d'une manière ou d'une autre est bradé par les élites, les gens qui dominent, eh bien effectivement ils se révoltent. Et ils se révoltent de deux manières. Et là, pour le coup, je réutilise mon laboratoire révolutionnaire. Si on prend l'exemple de la Vendée, pourquoi ils se révoltent, les Vendéens ? En tout cas, il y a toutes sortes de raisons, mais il y a une des raisons qui est extrêmement intéressante pour comparer. Ils se révoltent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que leurs églises, qui n'existent que parce qu'ils ont donné de l'aumône régulièrement depuis des générations, soient vendues sans leur demander leur avis. Voilà. Donc ils ne sont pas d'accord pour que des biens deviennent des biens nationaux alors que c'est eux qui les ont fabriqués. Pourquoi on fabrique des biens nationaux ? C'est sur la proposition de l'Église. Or l'Église avait refusé d'aider l'État auparavant. Hein. Donc elle propose pour devenir religion nationale. Donc c'est dans des enjeux qui sont très compliqués. Ces enjeux compliqués, c'est des enjeux de comment la société est structurée. Et donc les Vendéens, ils se révoltent parce que finalement, on ne leur demande pas leur avis sur qu'est-ce qu'on fait du travail et de l'aumône qu'ils ont donné. Voilà. Donc à un moment donné, quand on voit Marine Le Pen, comme tout à l'heure, qui explique qu'on est dépossédé, c'est vrai qu'on est dépossédé, et il s'agit de ne pas laisser les peuples ou les populations se laisser berner par des discours qui vont les mener à beaucoup moins de démocratie ou beaucoup moins de possibilités encore d'être puissants et d'utiliser vraiment le travail qu'ils ont fourni pour améliorer réellement la vie de leurs enfants. Parce que la logique actuelle, ce que les gens ont dans la tête, ce n'est pas tellement les souffrances qu'ils peuvent endurer eux, c'est de se dire que ça va empirer pour les générations suivantes. Et que la logique utopique ou la logique du bonheur, c'est de faire en sorte que la génération suivante soit plus épanouie. Or là, c'est ça qui est en train d'être perdu. Et de ce point de vue-là, la colère, elle peut être terrible. Et je pense qu'on n'est pas simplement dans une situation où il s'agit de se mettre d'accord sur est-ce que le capitalisme est amendable ou pas. Il s'agit de se rendre compte qu'on peut effectivement produire du chaos social pour très longtemps. La colère, pour l'instant, elle provoque essentiellement des manifestations, pas de révolution, mais des manifestations qui se reproduisent depuis maintenant un bon mois, à peu près, toujours dans les mêmes pays, mais les pays dont on a parlé tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, ben regardez. En Italie, les conflits sociaux se multiplient. Des centaines de salariés en colère. Leur usine qui fabrique de l'aluminium va fermer. Les nouvelles sont toujours mauvaises. On ne voulait pas en arriver là, mais personne ne veut nous écouter. Des manifestants venus de toute l'Espagne déferlent en ce moment même sur Madrid pour protester contre la politique de rigueur du gouvernement. Nous avons 32 ans, nous travaillons depuis 8 ans, mais depuis juin, nous sommes tous au chômage, tous. Ce soir, autour du Parlement, les policiers tirent sur les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ces indignés dénoncent le plan d'austérité du gouvernement.
Des coupes budgétaires, une réduction des aides sociales. La Grèce renoue avec les grandes manifestations. C'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition a annoncé son énième plan d'austérité et 30 à 40 000 personnes ont défilé à Athènes contre ce nouveau tour de vis sur les salaires et les impôts. Rarement, les Portugais n'avaient été aussi nombreux à descendre dans la rue. Par dizaines de milliers, ils ont envahi le centre de Lisbonne pour crier leur indignation contre des mesures de rigueur toujours plus dures. Nous sommes révoltés par cette politique d'austérité, ces sacrifices sans limite qu'on impose au peuple portugais et toute la souffrance que cela entraîne. Jean-Luc Mélenchon sur tous les fronts. Aujourd'hui à Paris, il est la tête d'affiche de la manifestation contre le traité européen et contre l'austérité. Plusieurs dizaines de milliers de personnes venues pour tenter de faire plier François Hollande. Ce matin, cet intéressant sondage à la question si un référendum était organisé, voteriez-vous pour ou contre ce texte? Regardez, 64% des Français répondent pour, seuls 36% des personnes interrogées auraient voté contre le traité européen. Le conditionnel reste de rigueur puisque c'est le Parlement qui doit se prononcer et non les Français. Alors, est-ce que c'est le traité de l'austérité, d'après vous, Daniel Cohen? François Asselineau, vous demandez tout à l'heure, est-ce que vous voulez ça? Vous entendez ces images-là? Bien sûr que non, et il est clair qu'aujourd'hui, c'est une crise de l'Europe, et c'est une crise de l'Europe d'autant plus tragique, je crois, qu'on est en effet en train de répéter toutes les erreurs, analysées comme erreurs aujourd'hui, qui avaient été commises dans les années 30. À l'époque, le système monétaire, c'était l'étalon or, et pour garder leur convertibilité or, à l'époque, déjà était exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Pour retrouver la confiance des marchés, les pays s'imposaient des cures d'austérité qui ont provoqué une